Matryoshka. Cet amour du prochain a pour condition, d'une certaine façon, d'être désintéressé, nous rappelle André Comte-Sponville. D'ailleurs, historiquement, on le retrouve déjà dans l'Antiquité, puisque pour Platon, il est cet amour ni sexuel, ni de la famille, c'est cet amour désintéressé qui est cet amour platonique. C'est ce qu'on appelle l'agapé, et que Jésus traduit ensuite de caritas en charité. Mais aujourd'hui, face à l'accumulation des connaissances des scientifiques qui alimentent nos angoisses et qui font que la peur nous accompagne pas après pas, il peut paraître un petit peu difficile de cultiver cet amour de son prochain. Alors comment faire? Que peut le philosophe pour nous aider? Eh bien peut-être nous permettre d'ouvrir les yeux autrement pour voir différemment. L'humanité de toute façon disparaîtra. Comme vous, comme moi, et qu'il faut évidemment l'accepter. Alors, qu'est-ce qui me permet d'affirmer comme ça dogmatiquement que l'humanité disparaîtra? C'est un argument simple, mais que je crois absolument convaincant. Sur un temps infini, tout le possible se réalise nécessairement. Or, la disparition de l'humanité est possible, donc elle adviendra nécessairement. Et c'est pas triste. C'est pas plus triste que l'humanité disparaisse que vous et moi, nous allons disparaître. Autrement dit, si on attend toujours de l'avenir pour justifier le présent, c'est une course folle qui n'a aucun sens. Imaginez que nos médecins fassent qu'on puisse vaincre la mort, qu'on puisse vivre indéfiniment, sauf un assassinat ou un accident. On aurait une peur bleue, parce que si on pouvait être immortel, sauf si on se fasse assassiner, alors la peur de l'assassinat serait extrême. Comme on sait bien qu'on mourra de toute façon, il faut bien mourir de quelque chose, on sort dans la rue, on n'a pas du tout peur de se faire assassiner. Et donc c'est parce qu'on accepte l'inéluctabilité de la mort qu'on a beaucoup moins peur de telle ou telle mort en particulier. Une fois qu'on aura compris la finitude de l'humanité, qu'elle disparaîtra forcément, on aura un peu moins peur de telle ou telle disparition concrète. Ce qui n'empêche pas évidemment de tout faire pour ne pas se faire assassiner et de tout faire pour que l'humanité ne disparaisse pas. Quant au fond, il faut bien sûr tout faire, encore une fois, pour que nos enfants puissent disposer d'une planète, si possible, aussi habitable que la nôtre. Sauf que j'ajouterais il vaut beaucoup mieux vivre aujourd'hui qu'il y a 100 ans. On a gagné 40 ans d'espérance de vie, il y a eu des progrès considérables en matière de santé, la pauvreté n'a jamais autant reculé depuis 300 000 ans, depuis que l'humanité existe, que ces 50 dernières années. Bref, arrêtons de faire comme si notre époque était la pire à tous les égards. Autrement dit, la plus grande sottise d'aujourd'hui, c'est le « c'était mieux avant ». Voilà. Toute personne qui dit globalement « c'était mieux avant » est à mon sens un imbécile ou un ignorant. Je voudrais vous poser une question sur le rapport qu'on entretient, selon vous aujourd'hui, à la conscience. Est-ce qu'on a une conscience éveillée ou pas, globalement? On n'a pas de conscience. Le pronom « on », c'est n'importe qui, c'est tout le monde, et il n'y a pas de conscience de tout le monde, il n'y a pas de conscience planétaire, donc il n'y a que des individus. Les individus sont-ils plus conscients ou pas qu'aujourd'hui? J'ai tendance à penser que le niveau de conscience moyen doit être une espèce de constante à peu près. Ils sont plus informés. Mais l'information, ce n'est pas le niveau de conscience. Autrement dit, quand les gens regardaient le soleil se lever à l'est, se coucher à l'ouest, ils avaient le sentiment que le soleil tournait autour de la Terre. Ils avaient moins de savoir que nous. Nous, on sait que c'est la Terre qui tourne au soleil, mais ils n'avaient pas moins de conscience. Je ne dis pas que le niveau de conscience est identique pour tout le monde. Mais qu'est-ce qui l'augmente alors, le niveau de conscience? Qu'est-ce qui fait l'attention. Alors, ça fonctionne comment? Très simple. Soyez attentif à ce qui se passe. Là, vous êtes extrêmement conscient de ce que je dis. Quand vous promeniez dans la rue tout à l'heure en venant, vous étiez vaguement consciente de ce qui se passait autour de vous, mais si je vous demandais combien de gens vous avez croisés, vous n'en savez rien. Est-ce que c'était des blonds, des bruns, vous n'en savez rien. Donc votre niveau de conscience était très faible. Ça veut dire que vous êtes attentive. Je vous remercie d'être attentive à mon propos. Mais on peut être attentif dans toutes circonstances, et d'autant mieux qu'il se passe le moins de choses. Vous vous asseyez et vous êtes attentive. C'est ce qu'on appelle la méditation. Zazen, comme disent les Japonais, que je pratique moi tous les matins. On traduit ça souvent, maintenant les gens, pour ne pas prendre l'aspect qui a l'air religieux, bouddhiste du zazen, qui signifie le zen assis, donc la méditation assise, silencieuse et sans objet, les gens parlent méditation de pleine conscience. J'ai toujours trouvé l'expression un peu équivoque.
Moi je dis, la méditation, c'est un exercice d'attention pure. Pure parce que sans jugement de valeur, sans leçon de morale, sans condamnation, simplement, vous êtes attentif. À quoi? À tout. Oui, mais vous êtes assise, il ne se passe rien. Ben voilà, soyez attentif à ce rien. Ce rien, c'est tout. Oui, votre respiration, il faut bien respirer. Ben voilà, soyez attentif à votre respiration. Et puis du même coup, il y a des idées qui vous traversent la tête, des soucis, des fantasmes. Soyez attentif aux soucis, aux fantasmes, mais sans vous y attacher. Les textes zen disent, dès qu'on est immobile, on découvre que l'esprit n'est jamais immobile. L'esprit, lui, il saute, il bouge sans arrêt comme un singe qui saute de branche en branche, disent les textes zen. Là, soyez attentif à ce singe qui saute de branche en branche, autrement dit à votre esprit, mais sans vous y attacher. Ça produit quoi, ça? Ça produit en vous, au moins pendant les 20 minutes, vous faites ça 20 minutes, un peu de calme, parce qu'il est très difficile d'être attentif à sa respiration et en colère. Les deux sont pratiquement incompatibles. Ça met les idées à distance, ça met le mental, comme on dit dans les traditions orientales, ça met le mental à distance. Parce que par exemple, les textes zen, là encore, disent « quand on pense, on ne perçoit pas. Quand on perçoit, on ne pense pas ». Je vous mets au défi d'être attentif à votre respiration en suivant une idée de façon un peu précise. Ce n'est pas possible. Et je vous mets au défi de poursuivre une idée en étant attentif à votre respiration. Mais pour revenir à la question de la conscience, quand je vous demande qu'est-ce qui augmente la conscience, vous me dites la méditation. L'attention, parce que la méditation, c'est un type d'attention concentrée, mais voilà, j'aime bien les gens attentifs, et d'ailleurs, ça vaut aussi dans la vie courante, si vous voulez. Vous êtes en difficulté, quelqu'un tout d'un coup vous aide à enfiler votre manteau, à porter votre sac, il est attentif. Et les gens qui ne pensent qu'à eux manquent d'attention aux autres par définition. Ben voilà, donc la méditation, c'est un exercice limité dans le temps, dans l'espace aussi d'ailleurs, d'attention, si j'ose dire, concentrée. Voilà. Mais ce qui augmente la conscience, oui, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas le savoir, c'est l'attention.